Nous allons maintenant voir comment implémenter les arbres en prologue. Donc, comme pour le cours précédent sur les tris, l'objectif ce n'est pas de vous apprendre de nouvelles notions en prologue, mais uniquement de vous faire acquérir un peu de pratique en revoyant des algorithmes de parcours d'arbres que nous avons vus l'année dernière. Donc, on va faire des rappels sur la notion d'arbre binaire, la manière dont on les représente, et puis on va écrire des algorithmes de parcours d'arbres. On terminera par les arbres ordonnés ou arbres binaires de recherche. Donc les arbres, c'est une structure de données, comme les listes. Elles permettent donc de représenter un nombre variable de données. Et l'avantage de la structure de données arbre par rapport à la structure de données liste, c'est que ça permet de ranger les données dans la structure de données de manière à faire des recherches qui soient plus efficaces. Donc on va définir un arbre soit comme un nœud, soit comme un arbre vide. Un nœud, c'est une structure d'enregistrement qui contient une valeur, c'est-à-dire la valeur portée par le nœud, qu'on appelle aussi parfois étiquette. Un nœud a aussi des fils qui sont eux-mêmes des arbres. Donc on a bien une structure de données qui est récursive. Si tous les fils d'un nœud sont vides, on dit que le nœud est une feuille. Et quand tous les nœuds de l'arbre ont n fils, on parle d'arbre NR. Donc nous, on va prendre un exemple avec n égale 2. On a ici le premier nœud qui représente l'arbre, on appelle ça la racine. Ce nœud a la valeur 6 et il a deux fils qui sont eux-mêmes des arbres. Donc on a ici un nœud qui a deux fils vides, donc c'est une feuille. Et ici un nœud qui a deux fils qui sont les feuilles 1 et 8. On va donc définir pour n égale 2 la notion d'arbre binaire en disant qu'un arbre binaire, c'est soit l'arbre vide, soit un nœud qui a exactement deux fils. Donc exactement deux fils, sachant que ces deux fils peuvent être tous les deux vides, dans ce cas-là on parlera de feuilles. Il peut y avoir un de ces deux fils qui est vide et pas l'autre, et donc par abus de langage on dira que c'est un nœud qui a un seul fils, ou bien les deux fils sont non vides. Et on parlera de nœud qui a deux fils. Donc, comment on va représenter les arbres binaires en prologue? On va utiliser la structure de données liste que nous avons déjà à disposition pour représenter les arbres. Donc on va représenter l'arbre vide par une liste vide et un arbre non vide, ce sera donc un nœud, qui sera représenté par une liste de 3 éléments. Le premier élément de la liste, ce sera la valeur du nœud. Le deuxième élément de la liste, ce sera son fils gauche et le troisième élément, son fils droit. Si on prend un exemple, cet arbre-là est représenté par cette liste-là, c'est-à-dire une liste de 3 éléments avec la valeur 6, le fils gauche et le fils droit. Donc, le fils droit, il a la valeur 9, le fils gauche qui est vide, le fils droit qui est vide. Voilà, donc il ne faut pas oublier de bien représenter les fils vides, même si par la suite, on ne va pas forcément les dessiner. Donc n'hésitez pas à faire une pause sur cette diapo pour bien voir comment est représenté l'arbre par une liste en prologue. Je vous propose un premier exercice qui est de vérifier qu'une liste représente bien un arbre binaire. Donc c'est un prédicat qui prend un paramètre qui est une liste donnée. Donc on suppose bien que c'est une liste. Et il va falloir qu'on vérifie que c'est soit la liste vide, soit une liste de 3 éléments avec une valeur pour le premier élément et le deuxième et le troisième qui sont eux-mêmes des listes. Donc ça va être un prédicat récursif. Et le cas arbre vide va nous permettre d'être le cas d'arrêt. Ce prédicat n'a pas de résultat, il renvoie juste vrai ou faux. Je vous invite à faire pause et puis à reprendre quand vous avez terminé l'exercice. Donc une fois qu'on a cette structure de données arbre, il faut pouvoir accéder aux données et donc pour ça on va faire un parcours de l'arbre. Donc il y a deux types de parcours différents, le parcours en profondeur et le parcours en largeur. Parcours en largeur, c'est quand on parcourt la racine, puis tous ses fils, puis tous ses petits-fils, et on fait un parcours ainsi par niveau. Donc pour écrire un algorithme qui fait un parcours d'arbre en profondeur,
on a besoin d'une structure de données de type fil. Et donc on ne va pas voir ça dans le cadre de cette UE. Ce qu'on va faire, ce sont des parcours en profondeur. Donc voilà un exemple. On regarde ce qu'il y a au niveau de la racine, puis on choisit d'aller dans le fils gauche, et puis dans le fils gauche du fils gauche, comme ça en profondeur. Puis au bout d'un moment, quand on arrive à un arbre vide, on remonte et on passe dans le fils droit. Et seulement quand on a fini de parcourir tout le fils gauche, on va voir le fils droit de l'arbre. Donc un parcours en profondeur, c'est passer tous les nœuds de l'arbre en revue en commençant toujours par le même fils, donc par exemple le fils gauche, en descendant le plus profondément possible dans l'arbre. Et quand on arrive à un arbre vide, on remonte jusqu'au nœud juste au-dessus et on redescend dans le fils qui est encore inexploré, donc par exemple le fils droit. Pour écrire un algorithme qui effectue un parcours en profondeur, si on veut écrire un prédicat P sur un arbre A, la plupart du temps, on va prendre comme cas d'arrêt l'arbre vide. Dans ce cas-là, on va avoir un résultat qui est une valeur constante. Et si l'arbre n'est pas vide, on va rappeler le même prédicat sur les deux fils de A, le fils gauche, le fils droit. Ça va nous donner deux résultats, RG et RD. Et ensuite, le résultat qu'on cherche à calculer dans ce prédicat, il dépend en général de RG, de RD et éventuellement de la valeur de A. Donc il est important de toujours bien mettre un cas d'arrêt pour l'arbre vide et pas de se contenter d'un cas d'arrêt feuille, parce que si quelque part dans votre arbre vous avez un nœud qui a un seul fils, c'est-à-dire soit le fils gauche soit le fils droit est vide, par appel récursif sur les fils, on va avoir à un moment à rencontrer le prédicat appliqué à l'arbre vide, puisque un nœud qui a un seul fils, ce n'est pas une feuille, donc si vous mettez seulement un cas d'arrêt feuille, vous allez avoir des erreurs dès que vous aurez des arbres qui ont quelque part un nœud qui a un seul fils. Écrivons notre premier prédicat sur les arbres. On veut écrire un prédicat qui calcule la somme des valeurs d'un arbre de nombre. Donc on a deux cas. On a le cas d'arrêt qui dit si l'arbre est vide, la somme des valeurs qu'il y a dans l'arbre, elle est égale à 0. Et là, on écrit un arbre non vide, c'est-à-dire un arbre qui a une étiquette pour le nœud qui est la valeur n, puis un fils gauche et un fils droit. Donc je vais commencer par faire un appel récursif sur le fils gauche. Ça me donne un nombre n1 qui est la somme des nombres dans l'arbre G, puis un appel récursif sur le fils droit qui me donne un nombre n2 qui est la somme des nombres de l'arbre B. Et ensuite, je calcule n1 plus n2 plus n qui est la valeur de la racine de mon arbre. Et ce nombre-là, le résultat de cette addition, m, c'est le résultat que je renvoie pour la somme des valeurs de tout l'arbre. Donc si on regarde ce que ça donne pour un exemple, en fait, pour calculer la somme des valeurs de l'arbre 6, 4, 1, 8, 9, on va appeler récursivement sur le fils gauche. Pour le fils gauche, on va appeler récursivement sur le fils gauche, qui est la feuille 1. Pour la feuille 1, on va appeler sur le fils gauche. Et grâce au cas d'arrêt, ici pour l'arbre vide, ça donne 0, donc je vais obtenir 0. Pareil pour le fils droit, et donc pour la feuille 1, je vais faire 0 plus 0 plus 1, ça va me donner 1. Pareil pour la feuille 8, et donc pour l'arbre 4, 1, 8, je vais faire 1 plus 8 plus 4, ça donne 13. Pour la feuille 9, ici, ça donne 9, et donc, pour mon arbre de racine 6, on va faire 13 plus 9 plus 6, et ça va faire 28. Donc maintenant, vous allez écrire des prédicats qui font des parcours d'arbres. Donc le premier prédicat que je vous propose d'écrire, c'est un prédicat qui calcule la hauteur d'un arbre binaire. Donc la hauteur, c'est la longueur du plus long chemin entre la racine et les feuilles de l'arbre. Par exemple, cet arbre-là, il est de hauteur 2. Donc on peut définir la hauteur en disant que la hauteur d'une feuille c'est 0 et que la hauteur d'un nœud c'est 1 plus le maximum entre la hauteur du fils gauche et la hauteur du fils droit. Donc essayez de définir ce prédicat
Et faites bien attention qu'il peut y avoir des nœuds qui ont un seul fils, et donc il va falloir définir une valeur pour l'arbre vide. Donc, soit vous prévoyez tous les cas, soit vous pouvez aussi dire que un arbre vide, c'est de hauteur -1, et du coup, le cas de la feuille sera traité par le cas général, puisque pour une feuille, on aura -1 plus -1, pardon, maximum de -1 et -1, ça fait -1, plus 1, ça fait 0. Le deuxième prédicat que je vous propose d'écrire, c'est un prédicat qui, étant donné un arbre binaire de nombres, calcule la valeur maximum de cet arbre. Donc, il faut bien faire attention à calculer tous les cas parce qu'on ne sait pas quoi dire pour l'arbre vide. Donc, on va être obligé de faire un cas feuille, un cas l'arbre gauche est vide et pas le fils droit, un cas l'arbre droit est vide et pas le fils gauche, et puis le cas général. Enfin, je vous propose d'écrire un prédicat qui calcule la liste qui résulte du parcours infixe d'un arbre binaire. Donc, par exemple, pour cet arbre-là, le parcours infixe, c'est d'abord les valeurs du fils gauche, puis la valeur de la racine, puis le fils droit. C'est-à-dire que c'est comme si on projetait l'arbre sur un plan. Et donc, le résultat du parcours infixe, c'est 1, 4, 8, 6, 9 pour cet arbre-là. Voilà, je vous laisse écrire ces 3 prédicats et mettre en pause donc avant de continuer. Donc on a vu des parcours d'arbres, ça permet d'accéder aux données de notre structure de données arbre. C'est une bonne chose, il faut aussi pouvoir modifier les valeurs qui sont dans cette structure de données. Donc par exemple, si on veut écrire un prédicat qui ajoute 1 à tous les nœuds d'un arbre de nombres. Donc ça, c'est un abus de langage quand on fait ça, parce que en fait, on ne va pas modifier les valeurs en ajoutant 1, on va construire un nouvel arbre qui a la même structure que l'arbre qui est donné en paramètres, dans lequel toutes les valeurs ont 1 de plus que dans les nœuds de l'arbre qui est donné. Donc si on écrit ce prédicat, on va dire mon cas d'arrêt c'est l'arbre vide. Si j'ai un arbre vide en données, mon résultat c'est un arbre vide. Et le cas général, si j'ai un nœud dans mon arbre donné, qui a la valeur n, le fils gauche g, le fils droit d, alors je vais construire un nouvel arbre en calculant la valeur de l'arbre plus 1, que je nomme n1, et c'est la valeur que je donne à la racine de mon nouvel arbre, en faisant un appel récursif sur le fils gauche g pour construire un arbre g1, que je mets ici en fils gauche de n1, et en faisant un appel récursif sur mon fils droit d pour construire un arbre d1, que je mets ici en fils droit de n1. Voilà un exemple de prédicat qui prend en paramètre un arbre et qui construit un autre arbre qui est une version modifiée du premier. Ce que je vous propose, c'est maintenant d'écrire un prédicat qui, étant donné un arbre de nombres, construit l'arbre miroir, c'est-à-dire que ce prédicat va prendre 2 paramètres. Le premier, c'est l'arbre donné, et le deuxième, c'est l'arbre résultat. Donc, qui, étant donné un arbre, construit la symétrie de cet arbre. Je vous laisse faire cet exercice, mettre sur pause avant de continuer. On va maintenant essayer de définir un prédicat qui, étant donné un arbre de nombres, construit un arbre qui a la même structure, mais où chaque nœud est remplacé par la valeur de la somme de lui-même ainsi que tous ses descendants. Donc on pourrait utiliser le prédicat somme qu'on a écrit tout à l'heure, mais ça voudrait dire qu'en chaque nœud de l'arbre, on reparcourt tous les descendants pour calculer la somme. Donc en termes de complexité, ça serait catastrophique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'abord l'appel récursif pour le fils gauche et pour le fils droit, et on va utiliser ensuite que le 28 ici, c'est 13 plus 9 plus 6. Donc on va écrire ce prédicat-là, qui étant donné un arbre A1, qui est un arbre de nombres, qui est donné, construit A2, qui est un arbre de nombres, qui est le résultat. Donc,
si l'arbre est vide, cas d'arrêt, je renvoie un arbre vide. Si j'ai un arbre qui n'est pas vide, donc on va l'écrire N pour la valeur, G pour le fils gauche, D pour le fils droit. Je laisse le résultat en blanc. On va faire quoi? On va commencer par faire un appel récursif sur le fils gauche. Ça nous donne un arbre G1. Faire un appel récursif sur le fils droit, ça nous donne un arbre D1. Et donc ici, je pourrais mettre que j'ai G1 et puis D1. Et puis là, je vais mettre la nouvelle valeur qui est mon 28. D'accord? On a dit que le 28, qui est ici, c'est 6 plus 13 plus 9. Alors 6, c'est N, c'est facile. Mais 13, c'est quoi? C'est la valeur de la racine de G1. Et 9, c'est la valeur de la racine de D1. On ne peut pas accéder à la valeur de la racine de G1 sans dire que G1, en fait, il s'écrit N1, G1, D1, et puis que D1, il s'écrit par exemple N2, G2, D2. Ce qui fait que ici, ce qui avant s'appelait G1, maintenant ça s'appelle N1, G1, D1. Donc il faut que je mette tout cet arbre-là. Et ce qui s'appelait D1, ça s'appelle N2, G2, D2. Voilà. Donc pour calculer la valeur qui est ici, il faut que je fasse quoi? Il faut que je calcule une valeur V qui est N, donc le 6, plus N1, le 13, plus N2, le 9. C'est cette valeur-là que je mets ici. Bon, on va essayer. Donc vous voyez que là, pour éviter d'avoir tout le temps à réécrire l'arbre, à le copier-coller, etc., j'ai défini un prédicat arbre 1 où j'ai mis la liste qui représente l'arbre qu'on a dessiné là. Donc pour utiliser ça, alors je vais d'abord charger mon fichier que j'ai appelé arbre. Et donc pour pouvoir utiliser cette valeur de l'arbre 1 pour tester mon prédicat somme f, je vais procéder de la manière suivante. Je vais dire arbre 1 de a. Donc ça, par unification, la variable a, elle prend la valeur de cette liste-là, donc de l'arbre sur lequel je vais faire mon test. Et ensuite, je fais somme f de a, et ça doit me donner un résultat r. Et ça ne donne pas ce qu'il faut. Alors, je regarde NGD, V, NAG1D1, N2, G2, D2, somme de G, de D. Ah bah oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va faire un test pour une feuille. Donc, 3, vide, vide. Et vous voyez, ça ne marche pas. Pourquoi? Alors, N vaut 3, G vaut vide, D vaut vide. Et je lui demande de faire somme fils sur G qui vaut vide. Et si l'arbre est vide, je récupère un arbre vide. Et donc ça ne peut pas s'unifier avec l'arbre vide. Donc ça ne marche pas. Alors je me dis, ok, pas de souci. Il faut juste que je rajoute ici le cas de la feuille. Le cas de la feuille, il s'écrit comme ça.
en disant si c'est une feuille, je renvoie un résultat qui est inchangé. Pour une feuille, le résultat c'est elle-même. J'enregistre, je recharge mon fichier, je teste pour une feuille, ça me donne le bon résultat. Je teste pour mon arbre qui est cet arbre-là, 6, 4, 1, 8, 9. Et ça me donne bien. Donc A vaut l'arbre qu'on a dessiné. Et R, c'est 28, 13, 1, 8, 9, qui est bien le résultat qu'on cherchait. Alors, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, on va quand même faire un test sur un arbre qui, quelque part, a un nœud qui a un seul fils. Donc, il faut toujours faire ce test. Là, donc, je définis un prédicat arbre 2, où on va remplacer, par exemple, le 8 par un arbre vide. J'enregistre. Je recharge le fichier et je vais cette fois-ci faire le test sur l'arbre 2. Et là, ça ne marche pas. Pourquoi? Comme tout à l'heure, ici, quand on fait l'appel récursif sur le fils gauche et qu'on attend un résultat sous la forme d'un triplet, donc un E, et pour le fils droit aussi, ça veut dire que là, je suppose que G et D ne sont pas vides. Et donc, s'il y a un moment quelque part, le fils gauche qui n'est pas vide, donc qui fait que la feuille ne marche pas, mais le fils droit vide, ça va échouer. C'est ce qui est représenté là sur les slides. Donc, pour celui-ci, ça a bien marché. Pour celui-ci, ça n'a pas bien marché. Et donc, il faut qu'on rajoute, en plus du cas arbre vide, du cas feuille et du cas général qu'on a écrit, il faut prévoir 2 cas supplémentaires. Le cas où l'arbre droit est vide, mais pas le fils gauche, et le cas où le fils gauche est vide, mais pas le fils droit. Voilà, donc ça fait quelque chose d'un petit peu compliqué, mais on n'a pas trop le choix. Essayons maintenant d'écrire un algorithme qui, étant donné un arbre de nombres, remplace chaque valeur du nœud, non plus par la somme de ses descendants, mais par la somme de ses ascendants. C'est-à-dire que la valeur 1 va devenir 1 plus 4 plus 6, mais comme tout à l'heure, on ne va pas essayer de remonter toute la chaîne des ascendants, on va utiliser la valeur qui a été calculée pour le père. Sachant que dans notre représentation des arbres binaires, on a accès au fils d'un nœud, mais pas à son père. Donc, comment allons-nous pouvoir faire ça? Il va falloir introduire un paramètre supplémentaire dans notre prédicat qui va permettre, au moment de l'appel récursif sur le fils, de transmettre à son fils la valeur nouvellement calculée du père pour qu'il puisse se l'ajouter à lui-même. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on écrivait des prédicats où la valeur d'un nœud dépendait du résultat des valeurs des fils, et donc on pouvait faire les calculs uniquement en remontant. Là, le résultat dépend aussi du père, et donc on va faire une partie des calculs en descendant, tout en construisant l'arbre en remontant des appels récursifs. Donc pour faire ce calcul en descendant et transmettre une valeur à son fils, on va introduire un paramètre supplémentaire. C'est-à-dire que notre prédicat somme-père, qui prend en paramètre un arbre A de nombre qui est donné et qui construit l'arbre A1 qui est issu de l'arbre A avec les modifications de valeur souhaitées, fait appel à un autre prédicat qui a un paramètre supplémentaire qui est la valeur que l'arbre A doit rajouter à sa racine pour obtenir la racine de l'arbre A1, et cette valeur elle est initialisée avec 0. Ce prédicat permet de répondre à la spécification, et ce prédicat est celui qui permet de faire les calculs. Donc, lorsqu'on est arrivé tout en bas après nos feuilles et qu'on a un arbre vide, quelle que soit la valeur qui était transmise depuis un père vers ses fils, on obtient un arbre vide. On ne rajoute pas un niveau de nœud dans l'arbre. Quand on a un nœud composé d'une valeur, le fils gauche, le fils droit, V, c'est le paramètre qui au début vaut 0, puis qui vaut 6,
puis qui vaut 10, et donc qui porte la valeur qu'il faut rajouter à n pour construire le nouvel arbre. Donc on définit n1 qui est l'ancienne valeur du nœud n plus la valeur v. Donc si on se place ici dans l'arbre, v c'est la valeur qui vient du père, donc 6, n c'est 4, et on fait donc 4 plus 6 pour avoir la nouvelle valeur 10. Et ensuite on fait un appel récursif sur le fils gauche puis le fils droit, et la valeur qu'on transmet à ces fils gauche comme étant celles qui doivent s'ajouter à eux-mêmes, c'est justement cette nouvelle valeur n1 qui vaut 10. Ensuite, en remontant des appels récursifs, on va récupérer les résultats des appels récursifs sur G1 et D1 et construire l'arbre L1, G1, D1. Passons maintenant aux arbres binaires de recherche, c'est-à-dire les arbres ordonnés. Donc, il faut qu'on utilise des arbres dans lesquels les valeurs des nœuds peuvent être ordonnées, donc par exemple des nombres. Et la propriété à respecter pour être un arbre binaire de recherche, c'est qu'en chaque nœud de l'arbre, la valeur du nœud est supérieure à toute celle de son fils gauche et inférieure à toute celle de son fils droit. Donc par exemple, ici, on a bien un arbre ordonné, puisque 1 est inférieur à 4, 5 est supérieur à 4, toutes les valeurs qui sont dans le fils gauche sont inférieures à 6, et 9 est supérieur à 6. Ici, cet arbre n'est pas ordonné, parce qu'on a bien 1 inférieur à 4 et 8 supérieur à 4, mais par contre 8, vu qu'il est dans le fils gauche de 6, il devrait être inférieur à 6. Donc là, ce n'est pas un arbre ordonné. On peut facilement vérifier qu'un arbre vérifie cette propriété d'être un arbre binaire de recherche en faisant le parcours infixe de l'arbre. Donc on projette l'arbre sur un plan, on obtient la liste des valeurs des nœuds dans l'ordre infixe. Il faut que cette liste des valeurs des nœuds soit triée en ordre croissant pour que l'arbre soit un arbre binaire de recherche. Si on le fait pour cet arbre-là, on obtiendrait 1, 4, 8, 6, 9, ce qui n'est pas une liste triée. Donc quel est l'intérêt des arbres binaires de recherche? C'est de pouvoir faire des recherches de valeurs dans l'arbre de manière plus rapide. Donc reprenons l'algorithme de recherche d'un élément dans un arbre binaire et on va d'abord l'écrire pour un arbre binaire quelconque, c'est-à-dire qui n'est pas ordonné. Donc, le principe de cet algorithme, c'est que tant qu'on n'a pas trouvé la valeur V qu'on cherche dans l'arbre, il faut qu'on compare cette valeur V avec toutes les valeurs de l'arbre en question. Donc prenons un exemple. On a ici en noir un arbre de nombres et on va prendre un exemple où on cherche la valeur 5. C'est un exemple de recherche fructueuse, c'est-à-dire que la valeur 5 est dans l'arbre. Donc je vais dire 5, est-ce qu'il est égal à 6? Non, donc je vais dans le fils gauche. Est-ce qu'il est égal à 4? Non, je vais dans le fils gauche. Est-ce qu'il est égal à 1? Non, je vais dans les fils gauche et droit qui sont vides. Je remonte, est-ce qu'il est égal à 8? Non, est-ce qu'il est égal à 3? Non, je remonte. Ah, voilà, là j'ai trouvé un nœud dont la valeur est égale à la valeur V que je cherche, qui est égale à 5. Donc ça nous a fait faire un parcours en profondeur qui est ici en bleu. Prenons le cas le pire, qui est le cas d'une recherche infructueuse, c'est-à-dire on cherche dans cet arbre la valeur 7. Donc on va commencer de la même manière et on va devoir parcourir tous les nœuds de l'arbre avant de pouvoir répondre « Non, je n'ai pas trouvé la valeur 7 dans cet arbre ». Donc si on compte le nombre de comparaisons qu'on fait entre les nœuds de l'arbre et la valeur qu'on cherche, la complexité dans le cas le pire de cet algorithme, c'est le nombre de nœuds de l'arbre, puisqu'il faut comparer avec tous les nœuds de l'arbre avant de pouvoir répondre qu'on n'a pas trouvé un élément. Prenons maintenant le même problème qui est de chercher un élément dans un arbre, mais cette fois-ci dans un arbre binaire de recherche. Donc on va utiliser le fait que l'arbre est ordonné pour choisir dans quelle branche de l'arbre on va chercher la valeur et ne pas explorer tout l'arbre binaire. C'est-à-dire que l'algorithme, ça va être de dire si l'arbre est vide, je retourne faux. Si la valeur de l'arbre, c'est-à-dire de la racine de l'arbre, est égale à la valeur V que je cherche, alors je retourne vrai. Et si ce n'est pas le cas, soit la valeur que je cherche est plus grande que la valeur de la racine de l'arbre, et alors je vais chercher la valeur V seulement dans le fils droit de l'arbre, soit elle est plus petite que la valeur de la racine de l'arbre, et dans ce cas-là, je vais chercher la valeur V que je cherche seulement dans le fils gauche.
ici, on prend un exemple avec un arbre qui a une taille similaire à celui de tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est un arbre binaire de recherche. Il respecte la propriété d'être ordonné. Prenons d'abord le cas d'une recherche fructueuse. On cherche la valeur 5. Donc on dit 5, est-ce que c'est égal à 6? Est-ce que c'est plus petit que 6 ou est-ce que c'est plus grand que 6? 5, c'est plus petit que 6, donc je vais chercher dans le fils gauche. 5 par rapport à 2, c'est plus grand que 2, donc je vais chercher dans le fils droit. 5 par rapport à 4, c'est plus grand que 4, donc je vais chercher dans le fils droit. Et là, je trouve une valeur pour le nœud de mon arbre qui est égale à la valeur que je cherche. Donc je réponds, oui, j'ai trouvé la valeur 5 dans l'arbre. Si maintenant on prend une recherche infructueuse, donc on cherche la valeur 7 dans l'arbre, je procède de la même manière. 7, est-ce que c'est plus petit, égal ou plus grand que 6? C'est plus grand que 6, donc je vais chercher dans le fils droit de 6. Est-ce que c'est par rapport à 9 plus petit, égal ou plus grand? C'est plus petit que 9, donc je vais chercher dans le fils gauche. Et là, je tombe sur l'arbre vide. Donc je réponds non, la valeur 7 ne fait pas partie de l'arbre, parce que si elle était quelque part, elle serait dans le fils gauche de 9, or là, il n'y a rien. Donc on voit ici que, au pire, le nombre de comparaisons qu'on va faire entre les valeurs de l'arbre et la valeur qu'on cherche, elle est égale à la hauteur de l'arbre. Alors que tout à l'heure, on avait le nombre de nœuds de l'arbre. Si on a des arbres qui sont bien équilibrés, c'est-à-dire qui ne sont pas complètement générés en une liste, mais des arbres où les nœuds sont bien distribués, la hauteur de l'arbre, c'est log en base 2 du nombre de nœuds. Donc on gagne un facteur de complexité qui est important en utilisant des arbres binaires de recherche ordonnés. Par contre, ça demande, quand on ajoute ou on enlève des éléments, de temps en temps, de réorganiser l'arbre pour qu'il reste bien équilibré et qu'il ne devienne pas dégénéré. Donc pour faire des exercices sur les arbres binaires de recherche, je vous propose d'abord de définir le prédicat qui cherche un élément dans un arbre binaire de recherche. Donc on vient de voir quel était le principe de cet algorithme. Et ensuite de définir un prédicat qui calcule le maximum d'un arbre binaire de recherche. Donc si on regarde à quoi ressemble un arbre binaire de recherche, le maximum, il est toujours complètement à droite dans l'arbre. Il peut y avoir ici quelque chose dans le fils gauche, mais le maximum, ça sera plus petit, le maximum, c'est ce qui est complètement à droite, donc dont le fils droit est l'arbre vide. Donc je vous propose de mettre sur pause pour faire ces deux exercices avant de passer à la suite. Maintenant, voyons comment on va insérer ou supprimer des éléments dans un arbre binaire de recherche. L'insertion est très simple. On va insérer les éléments au niveau des feuilles. Donc on procède un peu de la même manière que pour la recherche. Je dis si je veux insérer 7 dans cet arbre binaire de recherche qui pour l'instant ne contient pas la valeur 7, je vais dire 7 c'est plus grand que 6, donc je vais à droite. C'est plus petit que 9, donc je vais à gauche. Et là je trouve un arbre vide. Je remplace l'arbre vide par une feuille qui prend la valeur 7. Par convention, dans les arbres binaires de recherche, on suppose qu'on ne peut pas avoir plusieurs fois la même valeur. Voilà, donc ça c'est pour l'insertion. Vous l'écrirez en TP, ça ne pose pas de difficulté. Pour ce qui est de supprimer une valeur dans un arbre binaire de recherche, c'est un petit peu plus compliqué. Donc le cas simple, c'est quand la valeur qu'on veut supprimer, elle se trouve au niveau d'une feuille de l'arbre. Donc on cherche la valeur dans l'arbre. Une fois qu'on l'a trouvée, si c'est une feuille, on la remplace par un arbre vide et on a fait ce qu'on voulait. Cas un petit peu plus compliqué, c'est quand la valeur qu'on veut supprimer, elle a des fils. Donc j'ai fait ma recherche de la valeur 4 dans l'arbre et j'ai vu que cette valeur se trouvait au milieu de l'arbre. Donc pour pouvoir supprimer cette valeur, en fait, il faut que je la remplace par une valeur qui ne va pas modifier le fait que cet arbre-là est un arbre binaire de recherche. Donc une valeur qui est plus grande que tout ce qu'il y a dans le fils gauche et plus petit que tout ce qu'il y a dans le fils droit. Donc on peut prendre soit le maximum du fils gauche, soit le minimum du fils droit. Donc on va le faire ici en prenant le maximum du fils gauche. Donc je prends le maximum du fils gauche qui est
ici une feuille et je le mets à la place de la valeur 4. Et ensuite, je remplace cette feuille par un arbre vide. Donc pour ça, on a besoin d'un prédicat qui, étant donné un arbre, calcule le maximum et renvoie un arbre auquel on a enlevé cette valeur du maximum. Donc ça, vous le coderez en TP. Et il y a encore un cas un tout petit peu plus compliqué que celui-ci. C'est si ma valeur 3, qui est le maximum du fils gauche de 4, a lui-même un fils gauche. Donc il ne peut pas avoir de fils droit, parce que sinon ça ne serait pas le maximum de cet arbre-là. Mais il peut avoir un fils gauche. Et dans ce cas-là, il faut remonter la valeur de ce fils gauche à la place de la valeur 3 qu'on a libérée, puisque le 3, on l'a mis à la place de ce 4-là. Voilà, donc ça c'est le principe de l'insertion et de la suppression dans un arbre binaire de recherche. Et vous le coderez pendant le TP de la semaine prochaine.